Mes parents ont dépensé plus de 300 000 $ pour mes frères et sœurs et ne m'ont donné que 8 000 $, mais on récolte ce que l'on sème. J'ai 29 ans, et en ce moment, ma famille est la pire chose qui me soit arrivée. Ma femme dit que je devrais en parler quelque part, parce que tout garder pour moi ne fait de bien à personne. Je suis le deuxième de 4 enfants. Mon frère aîné, Jonah, 32 ans, est ce qu'on appellerait ici l'enfant doré, même s'il n'est pas le seul favori, juste le cas le plus extrême. Ensuite, il y a moi, puis ma sœur Rachel, 26 ans, et la Benjamine, Ava, 22 ans. Depuis que je me souviens, les choses ont toujours fonctionné différemment pour moi que pour mes frères et sœurs. Commençons par l'université. Jonah est allé dans une université privée qui coûtait environ 55 000 $ par an. Mes parents ont payé chaque centime de ses frais de scolarité, logement et pension pendant 4 ans. Environ 220 000 $ au total. Lorsqu'il a obtenu son diplôme, ils lui ont aussi acheté une Honda Accord neuve comme cadeau de fin d'études, ce qui a coûté encore 25 000 $. Rachel est allée dans la même université privée hors de prix. Même traitement, mes parents ont tout payé. 4 ans, tout couvert. Ils ont également payé ses frais de sororité, ses voyages de printemps et un programme d'études à l'étranger en Italie. Facilement un autre 230 000 $. Elle aussi a reçu une voiture neuve pour sa remise de diplôme. Ava termine sa dernière année dans une autre université privée tout aussi chère. Mes parents paient tout pour elle, y compris son appartement hors campus qui coûte 1 800 $ par mois. Elle conduit une BMW en leasing que mes parents financent. Rien que pour son éducation, ils lui ont donné environ 240 000 $. Maintenant, moi. Quand j'ai eu 18 ans, mes parents m'ont fait asseoir et m'ont dit qu'ils avaient réfléchi à mes intérêts et avaient trouvé un programme de technologie automobile de 2 ans dans le collège communautaire local. Le programme coûtait 8 000 $ au total. Ils ont dit que c'était parfait pour moi, car j'avais toujours aimé travailler de mes mains et réparer des choses, et par programme de technologie automobile, ils entendaient une formation pour devenir mécanicien. Ils ont payé la scolarité, et j'ai vécu chez eux pendant ces 2 années. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un emploi dans un atelier local. J'y ai travaillé 3 ans et j'ai économisé chaque centime. Je voulais retourner à l'école pour obtenir un diplôme en commerce afin de pouvoir ouvrir mon propre atelier. J'ai postulé à l'université d'État et j'ai été accepté. Les frais de scolarité s'élevaient à 12 000 $ par an pour les étudiants de l'État. Quand je leur ai parlé de mon plan, ils m'ont dit qu'ils étaient fiers de moi pour être aussi indépendant, mais ils n'ont offert aucune aide financière. J'ai contracté des prêts étudiants et j'ai continué à travailler tout en suivant mes cours. Il m'a fallu 5 ans pour obtenir mon diplôme, car je ne pouvais prendre que quelques cours par semestre. À la fin, je devais 35 000 $ en prêts étudiants, alors que mes frères et sœurs n'avaient aucune dette universitaire. La situation avec la voiture a été un autre point douloureux. Quand j'ai eu besoin d'un moyen de transport pour aller travailler, j'ai dû acheter ma propre voiture. J'en ai trouvé une d'occasion avec 150 000 km au compteur pour 4 500 $. J'ai économisé pendant des mois pour l'acheter. Pendant ce temps, tous mes frères et sœurs ont reçu des voitures neuves en cadeau. Mais ce qui m'a vraiment brisé, ce furent les mariages. Jonas s'est marié il y a 3 ans. Mes parents ont dépensé 45 000 $ pour son mariage, ce qui m'a même surpris, car j'aurais pu m'attendre à un mariage à 450 000 $. Ils ont tout payé sans qu'ils ne le demandent. Rachel s'est mariée l'année dernière, son mariage a coûté 50 000 $. Mes parents ont encore tout payé, et ils ont même financé sa lune de miel à Hawaï. Ava n'est pas encore fiancée, mais ils ont déjà commencé à mettre de l'argent de côté pour son mariage. Ils en parlent parfois, disant qu'ils veulent qu'elle ait le jour parfait quand le moment viendra. Maintenant, parlons de mon mariage. Ma femme et moi nous sommes fiancés il y a 2 ans. Nous étions très heureux et avons commencé à planifier. J'ai supposé que mes parents contribueraient un peu, vu ce qu'ils avaient fait pour mes frères et sœurs. Ma mère a simplement commenté qu'ils nous faisaient confiance pour tout gérer, car nous étions très pratiques et bons avec l'argent. Nous avons donc organisé un petit mariage. Les parents de ma femme ont contribué 3 000 $, ce qui était incroyablement généreux compte tenu de leur situation financière. Nous avons dépensé environ 10 000 $ au total. Ma femme a fabriqué les décorations à la main. J'ai emprunté le système de sonorisation d'un ami, et la réception a été assurée par un restaurant familial. Ce n'était pas luxueux, mais c'était charmant et tout le monde a passé un bon moment. Le problème a commencé lors des dîners familiaux après notre mariage. Mes frères et sœurs parlaient de leur mariage, comparant les prestataires, les lieux et les coûts. Parfois, ils disaient à quel point notre événement avait été mignon et pittoresque, en insistant bien sur pittoresque. Ces commentaires sonnaient toujours condescendants. Pas ouvertement méchants, mais avec un ton suggérant que notre mariage était inférieur. Le pire, c'était mes parents hochant la tête et ajoutant parfois leurs propres remarques, utilisant des mots comme simple ou modeste. Les différences financières allaient bien au-delà des grands événements. Chaque Noël, mes frères et sœurs s'échangent des cadeaux coûteux. Jonah dépense 2 cents à 3 cents $ par personne. Rachel fait pareil. Même Ava, bien qu'étudiante, offre des cadeaux généreux que je sais financer par mes parents. Ma femme et moi avons un budget de 25 $ par personne. Nous veillons à ce que les cadeaux soient réfléchis et personnels,
mais nous ne pouvons pas rivaliser avec les articles chers que mes frères et sœurs offrent. Cela crée une dynamique gênante où nos cadeaux semblent bon marché en comparaison, même s'ils sont faits avec beaucoup de soin. Le mois dernier, nous étions tous à dîner chez mes parents. Cela arrive environ 2 fois par mois. La conversation a tourné autour de l'achat d'une maison. Jonah a parlé de la maison qu'il a achetée avec sa femme il y a 2 ans. C'est une belle maison coloniale de 4 chambres dans un bon quartier. Il a mentionné que mes parents les avaient aidés pour l'apport initial. Ça m'a surpris, pas parce que je ne m'y attendais pas, mais parce que je ne le savais pas. J'ai demandé combien ils avaient contribué. Jonah avait l'air mal à l'aise, mais a admis que c'était 40 000 $. Rachel a ajouté qu'elle avait reçu la même somme quand elle a acheté sa maison l'année dernière. Ava a dit qu'elle n'était pas encore prête à acheter, mais qu'elle savait que l'argent serait là quand elle en aurait besoin. Mes parents avaient donc donné à chacun de mes frères et sœurs 40 000 $ pour un apport immobilier. Ma femme et moi louons un appartement depuis 3 ans, en économisant chaque centime. Nous avons réussi à économiser 25 000 $, mais les maisons dans notre région exigent généralement un apport de 35 000 à 50 000 $. J'ai demandé à mes parents s'ils comptaient nous aider aussi. Mon père a dit qu'ils aimeraient, mais que leur situation financière était tendue. Ma mère a suggéré que nous cherchions un condo ou une maison plus petite. La conversation a continué, mais je n'arrêtais pas de penser aux chiffres. Entre les études, les voitures, les mariages et les maisons, mes parents avaient donné plus de 300 000 $ à chacun de mes frères et sœurs. Moi, j'ai reçu 8 000 $ pour un diplôme d'un collège communautaire. Ce qui m'a vraiment blessé, ce n'est pas seulement l'argent, mais l'attitude qui allait avec. Mes frères et sœurs agissent comme s'ils avaient tout obtenu grâce à leur travail et leurs bonnes décisions. Jonah m'a déjà fait la leçon sur l'importance d'investir tôt pour la retraite. Il verse 500 $ par mois dans son 401k. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il peut se le permettre parce qu'il n'a ni prêts étudiants, ni paiement de voiture, et que nos parents ont payé son mariage et l'apport de sa maison. Rachel, de son côté, publie souvent sur les réseaux sociaux à propos de son haut succès. Elle ne reconnaît jamais que son emploi de rêve, payé 25 000 $ par an, n'est possible que parce qu'elle n'a aucune obligation financière grâce au soutien de nos parents. Et cela nous amène à il y a 3 semaines. Nous étions à un autre dîner de famille, et d'une manière ou d'une autre, la conversation a dévié vers la planification financière. Ava demandait des conseils de budget en tant que nouvelle diplômée. Jonah a commencé à expliquer l'importance d'un fonds d'urgence. Il a dit que tout le monde devrait avoir l'équivalent de 6 mois de dépenses économisées comme filet de sécurité. Rachel a approuvé et a mentionné qu'elle avait réussi à mettre de côté 15 000 $ dans son fonds d'urgence. Mes parents les ont félicités tous les deux pour leur sens des responsabilités financières. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai fait remarquer qu'il est facile de constituer un fonds d'urgence quand on n'a pas de prêts étudiants, de paiement de voiture ou d'autres dettes. J'ai précisé que ma femme et moi remboursions encore mes prêts étudiants tout en essayant d'économiser pour une maison. C'est alors que Jonah a dit que tout le monde faisait face à des difficultés et faisait des choix. Il a suggéré que j'aurais peut-être dû choisir une option moins coûteuse pour mon 2e diplôme au lieu de m'endetter. Cette remarque ne m'a pas plu. J'avais choisi l'option la moins chère disponible. J'étais allé dans une université d'État, j'avais vécu dans l'appartement le plus abordable que j'avais trouvé, et j'avais travaillé pendant mes études. Pendant ce temps, lui était allé dans une université privée hors de prix et n'avait pas travaillé un seul jour durant sa scolarité. Je lui ai dit qu'il est facile de prendre de bonnes décisions financières quand quelqu'un d'autre paie toutes tes factures. Rachel l'a défendu en disant que nos parents nous avaient tous aidés également, juste de façon différente. Elle a souligné que j'avais reçu une formation technique qui m'avait conduit directement à un emploi, ce qui avait aussi de la valeur. Techniquement, c'est vrai, mais cela ignore la différence énorme en termes de montant. Ma formation a coûté 8 000 $. Leur éducation a coûté plus de 200 000 $ chacun. La valeur n'était absolument pas équivalente. Ava a essayé de jouer les médiatrices et a suggéré de changer de sujet, mais je ne pouvais plus continuer à faire semblant que tout était juste. J'ai demandé directement à mes parents pourquoi il y avait une si grande différence dans le soutien qu'ils avaient donné à leurs enfants. Mon père a dit qu'ils avaient fait de leur mieux pour aider chacun de nous selon nos besoins et nos intérêts individuels. Ma mère a ajouté qu'ils avaient toujours essayé d'être justes, même si les montants n'étaient pas exactement égaux. J'ai demandé ce qu'il y avait de juste à donner près de 300 000 $ à 3 enfants et seulement 8 000 $ au 4e. Mon père a dit qu'il n'avait jamais vu les choses sous cet angle et n'avait pas réalisé que les montants étaient aussi différents. La conversation s'est terminée maladroitement, avec mes parents disant qu'ils avaient besoin de réfléchir à ce que j'avais dit. Mes frères et sœurs étaient manifestement agacés que j'ai mis tout le monde mal à l'aise. Ma femme et moi sommes partis peu après. J'y pense sans arrêt depuis 3 semaines. Ma femme me soutient complètement et elle aussi pense que ce traitement est injuste. Elle a été témoin des commentaires condescendants de mes frères et sœurs. Je ne sais pas quoi faire maintenant. La disparité financière est une chose, mais l'attitude qui l'accompagne est ce qui me blesse le plus. Mes frères et sœurs croient sincèrement qu'ils ont gagné tout ce qu'ils ont grâce à leur travail acharné et leurs bonnes décisions. Ils ne reconnaissent pas l'avance énorme que nos parents leur ont donnée. Quand ils donnent des conseils sur la gestion de l'argent ou le succès professionnel, ils ignorent complètement le rôle que le soutien de nos parents a joué dans leur réussite.
Je me demande sans cesse si j'ai eu tort d'en parler. Peut-être que je devrais être reconnaissant pour ce que j'ai reçu et me concentrer sur ma propre vie. Mais c'est difficile d'ignorer un double standard aussi évident, surtout quand on me le rappelle à chaque réunion de famille. Mise à jour 1. Je voulais ajouter une mise à jour, comme les gens le font souvent ici. De nouvelles choses se sont produites, et je ne pense pas qu'elles s'intègrent bien dans le texte original. Quelques jours après ma publication, ma mère m'a appelé et m'a demandé si on pouvait déjeuner ensemble pour parler de notre discussion lors du dîner de famille. Elle a commencé en disant qu'elle avait réfléchi à ce que j'avais dit. Elle m'a expliqué qu'elle et mon père n'avaient jamais eu l'intention de traiter injustement l'un de leurs enfants. Elle a dit qu'ils avaient pris leurs décisions selon les besoins de chaque enfant à un moment donné, sans plan prémédité pour en favoriser certains plus que d'autres. J'ai écouté, mais cela n'avait pas beaucoup de sens. Elle a dit que Jonah avait eu besoin de beaucoup de soutien parce qu'il était le premier enfant et qu'il voulait s'assurer qu'il réussisse. Que Rachel avait eu besoin d'aide parce qu'elle travaillait dans le secteur à but non lucratif, qui ne paie pas bien. Et qu'Ava avait eu besoin de soutien parce qu'elle était la plus jeune et qu'à l'époque où elle est allée à l'université, ils avaient plus de moyens financiers. Quand je lui ai demandé où cela me laissait, elle m'a répondu que j'avais toujours été si indépendant et capable qu'il pensait que je m'en sortirais très bien tout seul. En fait, elle a dit qu'ils étaient fiers de la façon dont j'avais réussi sans beaucoup d'aide. Cette explication m'a frustré encore davantage. En gros, ils disaient qu'ils m'avaient donné moins d'aide parce que j'étais autonome, alors qu'ils en avaient donné plus à mes frères et sœurs parce qu'ils en avaient besoin. J'avais l'impression d'être puni pour avoir été responsable. Je lui ai dit que les chiffres ne mentent pas, même si leurs intentions étaient bonnes. Le résultat, c'est que mes frères et sœurs ont reçu environ 40 fois plus de soutien financier que moi. Elle a admis que les chiffres étaient probablement justes, mais a dit que se concentrer sur l'argent n'était pas la bonne manière de considérer les relations familiales. J'ai répondu que l'amour ne se mesure pas à l'argent, mais que le soutien financier, lui, se mesure. J'ai souligné que mes frères et sœurs avaient énormément bénéficié de ce soutien, ce qui leur avait permis de commencer leur vie d'adulte sans dette et avec des avantages considérables. La conversation s'est terminée quand ma mère a dit qu'elle devait en parler avec mon père. Elle m'a demandé de ne pas en discuter avec mes frères et sœurs tant qu'ils n'auraient pas eu le temps d'y réfléchir ensemble. 2 jours plus tard, mon père m'a appelé. Il a été beaucoup plus direct que ma mère. Il a dit qu'il comprenait que j'étais contrarié par les différences financières, mais qu'il voulait que je voie le tableau d'ensemble. Il a expliqué que soutenir ses enfants ne se limite pas à dépenser des montants égaux. Il a ajouté que, même s'ils avaient soutenu financièrement les autres, ils m'avaient soutenu avec de l'amour et que c'était quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Mais ce n'était pas vrai non plus. Il a ensuite tenté de justifier mon programme de collège communautaire en disant que c'était un investissement intelligent qui avait conduit directement à un bon emploi. Il a fait remarquer que de nombreux diplômés universitaires avaient du mal à trouver du travail, alors que moi, j'étais employé sans interruption depuis la fin de ma formation. Mon père a conclu en disant qu'il espérait que je pourrais passer à autre chose et me concentrer sur les aspects positifs de nos relations familiales, ce que j'ai compris comme « fais le deuil, ton frère et tes sœurs comptent plus que toi ». Le week-end dernier, ma femme et moi étions chez Ava pour l'aider à déplacer des meubles. Ava était restée distante avec moi depuis le dîner de famille, et je pouvais sentir qu'elle se sentait mal à l'aise à cause de toute cette situation. Pendant une pause, elle m'a demandé de parler en privé. Nous sommes sortis sur le balcon, et elle m'a confié quelque chose. Il y a 2 ans, quand je terminais mon diplôme de commerce, elle a surpris une conversation entre mes parents et Jonah. Ils discutaient pour savoir s'ils devaient m'aider à rembourser mes prêts étudiants, puisque j'avais du mal à faire mes paiements tout en économisant pour le mariage. D'après Ava, Jonah leur a conseillé de ne pas m'aider. Sa justification ? Que je n'en avais pas besoin, et qu'ils pourraient avoir besoin de cet argent plus tard. Ava a dit que nos parents semblaient prêts à m'aider, jusqu'à ce que Jonah fasse ses remarques. Après cette conversation, ils ont décidé de ne pas m'offrir d'aide. Ce qui veut dire que mes parents avaient envisagé de m'aider, mais que mon propre frère les en avait dissuadés. Jonah avait activement œuvré pour m'empêcher de recevoir le même soutien dont il avait bénéficié toute sa vie. Ava m'a aussi dit que Jonah avait tenu des propos similaires quand nos parents avaient évoqué une éventuelle contribution à mon mariage. Je lui ai demandé pourquoi elle me disait tout ça maintenant. Elle m'a répondu qu'elle se sentait coupable depuis 2 ans, mais qu'après le dîner de famille, elle ne pouvait plus garder ça pour elle. Elle a réalisé à quel point tout cela était injuste, surtout parce qu'elle ignorait à quel point mes parents m'avaient donné peu comparé à eux. Lundi, j'ai appelé mes parents et leur ai demandé à parler à nouveau. Je leur ai raconté ce qu'Ava m'avait dit et leur ai demandé si c'était vrai. Ma mère a confirmé qu'ils avaient envisagé de m'aider à rembourser mes prêts, mais qu'ils avaient finalement décidé de ne pas le faire. Ils se sont excusés pour tout cela, d'avoir écouté Jonah, mais je pense qu'ils croient encore que c'était une bonne décision, car ils disent que, comme il est l'aîné et le plus expérimenté, ses conseils financiers méritaient d'être pris au sérieux. Je ne m'étais pas trompé en disant que mon frère aîné était le favori parmi les favoris. Mise à jour 2. J'avais besoin d'avoir une conversation directe avec lui à ce sujet. J'ai appelé Jonah et je lui ai dit qu'Ava m'avait parlé de ses discussions avec nos parents au sujet de l'aide financière me concernant. Je lui ai demandé d'expliquer sa logique. Son explication n'a rien éclairci, si quelque chose,
elle a montré à quel point être l'enfant doré peut endommager l'esprit. Pour lui, j'avais prouvé que je n'avais pas besoin d'argent, donc ne pas m'en donner était la bonne décision. Je lui ai répondu qu'il aurait pu prouver la même chose, mais que puisque tout lui avait toujours été servi sur un plateau d'argent, il n'en avait jamais eu l'occasion. La conversation s'est mal terminée, Jonah m'a traité d'ingrat et m'a reproché de me concentrer trop sur l'argent au lieu de valoriser le soutien non financier que la famille m'apportait. Je lui ai répondu qu'il lui était très facile de minimiser l'importance de l'argent, comme si ce n'était rien, parce que pour lui, ça avait toujours été facile à obtenir, il n'avait jamais eu à travailler pour. Après avoir confronté Jonah, il n'a pas fallu longtemps avant que Rachel soit au courant. Elle m'a appelé quelques jours plus tard pour me dire qu'elle pensait que j'étais injuste envers Jonah et envers nos parents. Selon elle, nos parents avaient fait de leur mieux pour chacun de nous, et comparer les montants d'argent était mesquin et source de division. J'ai essayé d'expliquer que l'expérience de Jonah était complètement différente de la mienne, car il n'avait jamais fait face à de véritables difficultés financières. Elle n'avait pas l'air intéressée. Cette conversation m'a fait comprendre que Rachel était aussi déconnectée de la réalité que Jonah concernant les avantages qu'ils avaient reçus. Les choses se sont aggravées quand, apparemment, Rachel a partagé notre conversation avec nos parents. Le soir même, ma mère m'a appelé pour me dire qu'elle était déçue que j'aie attaqué Jonah. Elle a dit que tout le monde s'inquiétait pour moi et craignait que le ressentiment ne vienne empoisonner mes relations avec les personnes qui m'aiment le plus. Elle a suggéré que ma femme et moi envisagions de consulter un professionnel pour travailler sur ces problèmes. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé à changer d'avis concernant l'injustice que j'avais subie, je voulais simplement une reconnaissance claire que ce traitement avait été injuste. Ma mère a dit qu'elle et mon père étaient prêts à réparer les choses en nous aidant financièrement maintenant. Elle a proposé de nous donner de l'argent pour un acompte sur une maison ou pour rembourser le reste de mes prêts étudiants. Au départ, cela m'a semblé être un pas en avant, mais ensuite elle a ajouté qu'elle espérait que ce geste nous permettrait de tourner la page et de revenir à une relation familiale normale. Cette condition a fait que l'offre sonnait davantage comme un pot de vin que comme une réelle reconnaissance. En gros, elle m'offrait de l'argent pour que j'arrête de parler du traitement inégal. Je lui ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir et d'en parler avec ma femme. Quand j'ai raconté à ma femme ce que ma mère avait dit, elle a eu la même réaction que moi. L'offre paraissait manipulatrice, pas sincère. Pour ma femme, accepter de l'argent assorti de conditions risquerait d'empirer les choses à long terme. Si nous acceptions et que nous avions encore des problèmes avec la dynamique familiale, ce qui est très probable, ils s'en serviraient comme preuve qu'ils avaient fait leur part. J'ai rappelé ma mère et je lui ai dit que, même si j'appréciais le geste, je n'étais pas à l'aise à l'idée d'accepter de l'argent assorti de conditions. Ma mère a été blessée et a dit qu'elle ne comprenait pas ce que je voulais d'autre de leur part. Je lui ai répondu que ce que je voulais, c'était la reconnaissance du traitement injuste, pas un chèque pour faire disparaître le problème. Cela a conduit à une autre conversation difficile où ma mère a dit que tous les parents font des erreurs, mais qu'elle et mon père avaient toujours agi avec de bonnes intentions. J'ai reconnu que leurs intentions pouvaient être bonnes, mais j'ai souligné que ce qui compte vraiment, c'est l'impact de leurs actions. La conversation s'est terminée avec ma mère disant qu'elle était déçue que leur offre ne suffise pas à réparer notre relation et qu'elle espérait que je reconsidère ma position et réfléchisse à ce qui compte vraiment dans la vie. Après avoir refusé l'offre conditionnelle de mes parents, les réunions familiales sont devenues très tendues. Jonah et Rachel étaient clairement frustrés que je n'ai pas accepté le geste de paix de nos parents. Ava, en revanche, semblait mieux comprendre ma position. Après le dîner, elle m'a pris à part et m'a dit qu'elle pensait que j'avais bien fait de refuser l'offre conditionnelle. Elle a dit que nos parents essayaient d'acheter leur sortie de responsabilité au lieu de réellement affronter le problème. Quoi qu'il en soit, il est devenu clair que la dynamique familiale est plus toxique que je ne le pensais, et que de simples conversations sur l'équité ne suffiront pas à réparer les problèmes plus profonds. Mise à jour 3. Il y a un mois, nous avons fêté la remise de diplôme d'Ava. Mes parents ont organisé une célébration dans un très bon restaurant. Toute la famille était présente, y compris des proches que je n'avais pas vus depuis longtemps. Pendant le dîner, mon oncle a demandé à Ava quels étaient ses projets après l'obtention de son diplôme. Elle a mentionné qu'elle comptait voyager en Europe pendant 6 semaines avant de commencer à chercher un emploi. Il lui a demandé comment elle comptait financer ce voyage, et Ava a répondu tranquillement que c'était un cadeau de fin d'études de la part de nos parents. J'ai appris plus tard que ce voyage coûtait environ 12 000 $ à mes parents, vol, hôtel et argent de poche compris. Après le dîner, j'ai demandé à parler à mes parents en privé. Je leur ai dit que ces cadeaux ne leur rendaient pas service, et qu'ils ne rendaient pas service à mes frères et sœurs non plus. Ils ne faisaient que les gâter, et que cela finirait mal. La réponse de mon père a été qu'il s'agissait d'un cadeau ponctuel de fin d'études, pas d'un soutien financier régulier. Il a précisé que c'était différent d'une aide pour rembourser des dettes ou payer des dépenses courantes. J'ai fait remarquer que mes autres frères et sœurs avaient aussi reçu beaucoup de cadeaux ponctuels, si bien que cela équivalait à un soutien permanent. Ma mère a dit qu'ils étaient fiers qu'Ava ait terminé ses études et qu'ils voulaient célébrer sa réussite. Elle m'a reproché d'être négatif et de gâcher le moment spécial d'Ava en ramenant cela sur le tapis. Cette réponse m'a fait comprendre que rien n'allait changer. Mes parents allaient continuer à traiter mes frères et sœurs avec générosité. À ce stade, je ne me souciais même plus qu'ils ne me donnent pas d'argent, ce qui me dérangeait, c'est qu'ils élevaient des enfants gâtés et dépendants.
J'ai dit à mes parents que j'avais besoin de prendre du recul par rapport aux réunions familiales et de me concentrer sur ma vie avec ma femme. Ma mère était contrariée, disant que mon attitude faisait du mal à toute la famille. Mon père, lui, a été plus direct. Il m'a dit que j'agissais comme un enfant et que je devais grandir et passer à autre chose. Il a ajouté que les gens qui réussissent ne passent pas leur temps à se plaindre de ce qu'ils n'ont pas eu, ils se concentrent sur la construction de leur propre réussite. Mais aucun de mes frères et sœurs n'a bâti sa réussite tout seul. Après ce dîner, j'ai décidé de limiter mes contacts avec mes parents, Jonah et Rachel. Je parle encore régulièrement à Ava, car elle a été compréhensive et bienveillante à travers tout cela, même si elle reste gâtée par mes parents et ne voit pas encore toute la réalité. Nous en avons discuté, mais elle m'a dit que ce serait la dernière fois et qu'ensuite, elle commencerait sa propre vie. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment en passer à autre chose. Regardez mes autres frères et sœurs, même avec leur carrière et leur prétendu succès, ils continuent à recevoir de l'aide de mes parents d'une manière ou d'une autre. Ava m'a dit qu'après mon départ prématuré du dîner de remise de diplôme, Jonah et Rachel avaient passé le reste de la soirée à se plaindre de moi. Mes parents m'ont contacté à plusieurs reprises pour essayer de me convaincre de revenir aux événements familiaux. Ils ont aussi mentionné que mon absence rendait les choses malaisantes pour tout le monde. Ils m'ont demandé ce qu'ils devraient faire pour que je revienne aux réunions familiales. Ma proposition est une discussion de groupe où l'on reconnaîtrait clairement, devant tout le monde, qu'ils ont été injustes. Je ne me soucie même plus de l'argent, juste de cette reconnaissance. Jusqu'à présent, ils n'ont pas voulu, parce qu'ils estiment qu'il faut laisser tout ça derrière et ne pas impliquer mes frères et sœurs. Jonah et Rachel ne m'ont pas contacté du tout, ce qui me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur leurs priorités et leur compréhension de la situation. Ma femme et moi construisons notre propre vie, fondée sur nos valeurs et nos priorités. Ava, elle, reste en contact avec moi, c'est le seul membre de ma famille proche avec qui nous avons encore une relation. Je pense qu'elle est la plus rattrapable, parce que, même si elle est encore influencée par mes parents et leurs cadeaux, elle a au moins commencé à remettre certaines choses en question. Pas complètement, mais c'est un début. Rachel et Jonah, pas du tout. Voilà où en sont les choses, et je ne regrette pas ma décision. Mise à jour 4. Les choses se sont effondrées très vite pour ma famille. Je pensais qu'il faudrait 10 ou 15 ans pour que mes parents et mes frères et sœurs subissent les conséquences de leur façon de vivre, mais je n'aurais jamais imaginé que tout s'écroulerait en seulement 2 ans. Les revenus de mes parents dépendaient principalement de mon père. Même si ma mère travaillait, son emploi représentait à peine 10% du revenu familial. Mon père avait toujours occupé un très bon poste dans une entreprise, un poste de direction, et cela couvrait toutes les dépenses, y compris le train de vie de mes frères et sœurs. Mais l'entreprise a été vendue il y a 8 mois, et les nouveaux propriétaires ont décidé de restructurer et de réduire les coûts, en commençant par les cadres, dont les salaires étaient les plus élevés. Résultat, mon père a perdu son emploi, et avec cela, une dure prise de conscience est arrivée, il n'avait pas autant d'argent qu'il le pensait. Une grande partie de leur générosité au fil des années avait été financée par la vente d'actions que mon père recevait en prime dans le cadre de son poste. Mais ces actions ont été vendues depuis longtemps pour couvrir toutes les dépenses dont j'ai déjà parlé. Son licenciement s'est donc accompagné d'une indemnité qui n'était pas très élevée. Mon père a retrouvé un emploi, mais les entreprises d'aujourd'hui cherchent avant tout l'efficacité, et garder des employés aux salaires élevés ne correspond plus à ce modèle. Ils ont été forcés de réduire leurs dépenses partout. Pour commencer, mes parents ont dû vendre leur maison et emménager dans une plus petite, car ils ne pouvaient plus se permettre l'hypothèque de celle qu'ils avaient achetée il y a quelques années. Les virements mensuels à mes frères et sœurs ont aussi cessé, Rachel et Jonah avaient continué à progresser, entre guillemets, grâce à l'argent de mes parents. Heureusement, j'ai réussi à éloigner Ava de leur influence et à l'encourager à devenir plus indépendante. Disons que j'ai su profiter des doutes qu'elle avait déjà sur tout ça. Après son voyage en Europe, elle a trouvé un emploi et vit seule depuis. Rachel et Jonah, pas vraiment. Rachel a dû quitter son travail dans une organisation à but non lucratif et en trouver un qui paie mieux. Son mari aussi s'était habitué à l'argent mensuel envoyé par mes parents. Au moins, ils ont réussi à garder leur maison, contrairement à Jonah, qui a dû mettre la sienne en vente, tout comme mes parents. Ils ont tous dû faire face à la réalité. Quand l'argent facile disparaît, il faut travailler et faire des efforts. Ils ne sont pas pauvres, mais ils ont commencé à accumuler des dettes sur leur carte de crédit. Au moins, mes parents avaient raison sur un point, ils m'ont donné une meilleure éducation que celle qu'ils ont donnée à mes frères et sœurs. Parce que si j'avais reçu le même genre d'aide financière qu'eux, je serais probablement tout aussi piégé aujourd'hui. Mes parents m'ont appelé plusieurs fois pendant cette apocalypse, car pour eux, c'en est vraiment une. Leur niveau de vie a considérablement baissé, et mes frères et sœurs leur parlent à peine, les plus gâtés, parce qu'ils ne reçoivent plus d'argent, et Ava, parce qu'elle s'est un peu éloignée en devenant plus indépendante. Pour eux, c'est la fin du monde. Ils cherchaient à réparer notre relation, peut-être même à me demander de l'argent, je ne sais pas. Mais ma réponse a été quelque chose comme « Vous devriez demander des conseils financiers à Jonah, ça a si bien marché jusqu'ici. » Tout le monde nageait dans l'abondance et tout allait parfaitement, peut-être qu'il devrait y retourner. Depuis, nous n'avons plus eu aucun contact.